Salutations tête de naze, c'est moi le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la petite FAQ annuelle, la petite FAQ des familles, la petite FAQ des 6 ans, hein, ça fait 6 ans. Ah bon, l'anniversaire est passé depuis le mois dernier, depuis le 13 ou le 12 juillet, mais j'étais occupé à faire autre chose donc j'ai pas fait de FAQ à ce moment-là. Je la fais maintenant, me casse pas les couilles. Voilà, alors ça va être une FAQ, on va faire un petit bilan de l'année, des projets à venir et répondre à votre petite question. Alors j'ai pas pris énormément de questions parce qu'il y a des trucs qui tournent plus ou moins en boucle, et puis des trucs qui m'intéressent pas. Genre les questions, est-ce que tu vas parler de tel ou tel manga? Bon, ça fait 6 ans que je le dis, je le répète, vous me cassez les couilles avec ces questions-là. Donc je réponds pas à ça, parce que c'est chiant, sinon je passe 3 heures à répondre à ça en fait. Tu vas parler de Cowboy Bebop, tu vas parler de ceci, de GTO, d'Evangelion. Je réponds pas. Quelque part, niquez-vous. Niquez-vous, ouais, je commence direct, j'insulte les gens comme ça, gratuit, mais parce que voilà. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, là je vous mets une petite mini dose de violence pour vous mettre dans le bain, pour vous mettre dans l'ambiance. Mais on va quand même parler des vrais bails, Bon déjà, on va parler des vrais bails, la question qui est sur toutes les lèvres. Mais chef, à quand le reboot du menu manga Berserk? Bon, déjà je peux annoncer qu'il sortira au mois de septembre. Alors je sais pas quand en septembre, pas encore. Mais il sortira au mois de septembre. Parce que oui, nous avons pu tourner le menu manga Berserk, le reboot. Attention, je te parle pas juste de refaire juste la chronique. Là, je te parle, on a fait un petit court-métrage. Un petit court-métrage, pas piqué des hannetons. Plutôt style. Alors oui, je l'avais annoncé. Oui, j'ai fait une vidéo en fin septembre de la 2018 pour dire... Oui, alors ça sortira en novembre. Parce qu'en fait, dans ma tête... Je pensais faire un truc beaucoup moins ambitieux que ce qu'on a fait, en fait. Et je me suis dit, ouais, je vais trouver 2-3 mecs avec des armures, et puis on va pouvoir faire une petite bagarre stylée, et puis les gens seront contents, ça sera une petite vidéo sympa. Sauf qu'entre temps, déjà, j'ai pas réussi à trouver du monde tout de suite. Mon armure, elle était pas totalement fabriquée. Parce que j'ai fait fabriquer une armure, hein, un cosplay. Alors, c'est pas un cosplay de Guts totalement, c'est un cosplay un peu original que j'ai dessiné moi-même, mais qui est tout à fait stylé, tu verras bien dans la vidéo. Le temps de faire ça, le temps de trouver un moment pour le tourner, parce que j'avais énormément de conventions et de trucs à faire à ce moment-là. En plus, je partais au Japon pendant 15 jours, donc c'était le bordel organisé. Et en plus, le temps, parce qu'au mois de novembre, je sais pas si tu te souviens, mais il a fait un temps de fils de pute. Alors, il pleuvait, il neigeait, c'était n'importe quoi, c'était l'apocalypse. Donc c'était pas facile à organiser. Et surtout, j'avais pas du tout, quand j'avais jamais organisé un tournage comme ça, je m'étais pas rendu compte de ce que c'était d'organiser un tournage en fait. Donc j'ai dit bon, on va laisser reposer. Entre temps, j'ai fait une convention, il y avait Varobase, on a discuté, puis on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des trucs stylés si on s'en donnait un peu plus les moyens. Et qu'on prenait le temps de bien le faire. Donc on a dit bon, moi je suis nul en réalisation, je sais vraiment pas faire ça, je pense que ça se voit à mes vidéos. Je dis Varo, il s'y connaît un peu. Bon Varo, qu'est-ce qu'on va faire l'été prochain? C'est-à-dire au mois de juillet. Bon, là-bas, ça devait être au mois de juin, mais ça s'est décalé au mois de juillet. Je suis au mois de juillet, je te fais venir de Lille jusqu'en Bretagne. Et on va se faire ça. Et d'ici là, moi, je trouve des figurants et tutti quanti. Alors, ça a été un peu galère de trouver des figurants parce qu'à la base, j'avais contacté une association de reconstitution historique qui est dans ma région là. Et à la base, ils étaient chauds. Je fais vas-y, quand c'est que vous pouvez le faire et tout. J'aurais pu avoir 15-20 mecs en armure de viking, je sais pas quoi, avec plein de trucs, ça aurait été stylé. J'avais même proposé de tourner dans un village médiéval. Sauf que quand j'ai demandé une date, bah j'ai pas eu trop de réponse, du coup j'ai laissé tomber. Donc du coup j'ai fait un appel à des figurants. On a eu une douzaine de figurants qui sont venus. Ils étaient tous très sympathiques avec des costumes stylés. Et on a pu faire la petite vidéo. Alors on a tourné la partie fiction. La partie chronique, je l'ai pas encore tournée. Pourquoi? Parce qu'en fait, je veux refaire mon décor des menus manga qui est dégueulasse. Je le trouve dégueulasse. Ça m'a gavé. En plus, si j'avais mon gros meuble derrière, je sais pas si tu le vois, il y avait plein de figurines et tout dedans et de manga, bah il s'est écroulé en fait. Il s'est pété la gueule. Donc il est pété. Donc j'attends qu'on me livre mes meubles et des étagères et de l'éclairage pour faire un décor stylé. Et donc il sera tourné certainement d'ici une semaine ou deux. Le menu manga Berserk sera intégralement tourné. Voilà, et qu'est-ce que j'ai envie de dire sur ce menu manga Berserk? Alors je veux pas vous hyper, je vous montre même pas d'image ni rien, je vais essayer de pas teaser du tout avant qu'il sorte. Bon, je teaserai peut-être une semaine avant qu'il sorte. Pourquoi? Parce que j'arrête. Ça c'est un défaut que j'ai, c'est dès que je suis sur un projet, il faut que je tease tout le temps, et puis des fois ça va pas au bout, ou des fois c'est pas aussi bien que ce que j'espérais.
Là c'est relou. Alors faut pas t'attendre non plus que le monument Berserk, que ça soit un épisode de Game of Thrones. Attention, on a fait un truc, voilà, j'ai déjà les premiers montages et tout. Franchement, c'est 10 fois mieux que ce que je pensais. On a réussi à faire des plans. Franchement, vous pensez pas qu'on était capable de faire des trucs comme ça. Franchement, ça va être stylé. Ça va pas être du Game of Thrones, attention. Mais pour ce qu'on a fait sur la chaîne, en termes d'ambition, tu vas dire putain c'était stylé. Il a pas claqué l'argent du YouTube pour rien. Franchement, on n'a pas fait attendre pour rien sur ce coup-là. Voilà, c'est tout ce que je te montrerai. Je te dirai pas ce qu'il y a dedans, je te dirai pas ce qui se passe. Je montrerai aucune image et je vais vraiment essayer de m'y tenir, de te montrer 0 image. Mais voilà, donc, sois hypé, mais t'attends pas non plus Game of Thrones. Hein, je préfère te prévenir quand même. Alors ça va être très drôle, ça va être très intéressant, ça va être cool. Je pense que ça sera la meilleure vidéo. Je pense qu'en termes d'ambition, on a été même plus loin que le Dragon Ball que le menu manga sur Dragon Ball Evolution. Tu sais, le truc qui faisait 1 heure. Alors, la vidéo fera pas 1 heure, mais en termes de montage, de recherche, d'effets de storytelling, je trouve qu'on a été un petit peu plus loin. Et je trouve que ça va être méga stylé, méga beau. Voilà. Et j'aimerais bien, alors je sais que c'est pas possible, mais j'aimerais bien que ça soit que des tournages comme ça, j'en fasse plus souvent, parce que je me suis vraiment beaucoup éclaté à faire ce truc-là. Alors c'était difficile, c'était fatigant, mais je me suis beaucoup amusé à faire ce tournage-là de menu manga Berserk. Et il faut que j'en fasse d'autres, parce que là, on a réussi à faire un truc, avec notre petite expérience de merde, je trouve qu'on s'en est plutôt très bien sorti. Alors je pense qu'avec un peu plus d'expérience, de level, bah ça viendra en pratiquant, on a fait pas mal d'erreurs aussi, mais je pense qu'à terme on peut quand même arriver à faire des trucs vachement badass. Voilà. Donc le menu manga Berserk arrive, il est tourné, c'est bon, c'est acté. Normalement, s'il n'y a pas de problème, il devrait sortir en septembre. Et ça va être stylé. Voilà. Ouais, j'ai fait au moins 7 minutes sur le menu manga Berserk, mais au moins comme ça c'est dit. Hein, voilà. Et donc, l'autre chose que j'avais à dire avant d'attaquer les questions, c'est oui, il n'y a plus beaucoup de reviews en ce moment sur la chaîne, parce que bah, justement j'étais un peu omnibulé par le tournage du menu manga Berserk, parce que ça demandait quand même pas mal de préparation en amont, et après aussi, on s'est pas mal pris la tête pour savoir comment on allait faire telle ou telle scène. C'est toujours actuellement au montage. Voilà, le montage final, c'est Varro qui s'en occupe, mais de base, on avait essayé plein de trucs et tout. Bon, on a un peu pris une petite semaine de vacances aussi, parce que, mine de rien, c'était du boulot. Il fallait qu'on se repose, il fallait qu'on s'aère un peu l'esprit. Donc là, on revient petit à petit. Voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de review, et que risque de reprendre d'ici peut-être la semaine prochaine, la semaine d'après. Voilà, ça va revenir, et il y aura d'autres vidéos, bien évidemment, mais on va en parler certainement, parce que je crois qu'il y a des questions qui en parlent, donc on en parlera à ce moment-là. Donc maintenant, je vais commencer les questions. Alors, elles sont un peu dans le désordre, je les ai pas triées, j'ai pris dans l'ordre où je les ai ramassées, en fait, les questions. Voilà, donc c'est parti. Première question de Drister, par contre. Drister, je suis un peu dyslexique. Comment considères-tu les gens qui pensent que le manga est un sous-art ou une sous-culture qui nuit aux autres arts? Alors c'est compliqué comme question, et en même temps c'est simple, parce que quelque part, c'est pas grave de pas aimer les mangas, en fait. T'es pas obligé d'aimer, on s'en bat les couilles. En fait, ceux qui aiment pas, bah ils aiment pas. Et puis c'est tout, ça t'empêchera pas de kiffer, ça t'empêchera pas de... Voilà, après, c'est pas tellement ça la question. La question c'est, qu'est-ce que tu penses des gens qui pensent que le manga est un sous-art ou une sous-culture qui nous autres arts? Bon, dans les faits, le manga est un sous-art, est une sous-culture. Alors ça veut pas dire qu'elle est inférieure. Moi, quand on me dit sous-art ou sous-culture, je pense pas qu'il y a un système de hiérarchisation. Je pense que c'est une culture dérivée d'un autre art, ou d'autres arts qui sont considérés comme étant majeurs. Enfin, je veux dire, le manga, c'est un dérivé de la littérature et de la peinture, plus ou moins. Voilà, c'est la bande dessinée, quelque part. Donc, oui, dans les faits, c'est un sous-art, c'est une sous-culture. Mais c'est tout, quoi. C'est pas... Est-ce que ça nuit au développement des autres arts? Non, parce qu'en fait, les autres arts, ils sont déjà là, en fait. C'est déjà des arts établis, si tu veux. Donc, c'est complètement con de dire que ça nuit à la vraie culture. C'est quoi la vraie culture, j'ai envie de te dire c'est un petit peu bidon. Alors certes, tu peux pas me mettre un Dragon Ball, et pourtant je suis un des plus grands fans de Dragon Ball sur Terre, tu peux pas me mettre, d'un point de vue culturel, tu peux pas mettre Dragon Ball au même niveau qu'un bouquin de Victor Hugo. Tu vois? Parce que Victor Hugo, c'est de la grande littérature, je veux dire, ça a façonné une culture, un patrimoine culturel important, si tu veux. Dragon Ball aussi dans un sens, mais beaucoup moins.
Tu vas voir un Français, tu fais ah j'adore la France, j'adore Victor Hugo. Tu dis ouais d'accord ok. Tu vas voir un Japonais, tu fais ah j'adore Son Goku, il va dire nique ta mère. C'est pas ma culture Son Goku, c'est pas que ça. C'est il y a des trucs beaucoup plus riches, beaucoup plus larges, beaucoup plus impactants dans la culture mondiale que Dragon Ball. Tu vois ce que je veux dire? Donc est-ce que pour autant il faut le mépriser? Non. Après moi ce que j'aime pas c'est les gens qui disent que comme c'est de la littérature, c'est forcément plus enrichissant, plus recherché, plus culturel qu'un manga. Alors si tu me parles d'un Victor Hugo, d'un Voltaire, d'un, je sais pas, même d'un Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand, tout ça, tu me dis culturellement c'est plus important que Dragon Ball, c'est plus riche que Dragon Ball et tout, je te dis oui, d'accord, ok. Mais si tu me sors que Harry Potter, comme c'est un roman, c'est forcément moins gamin, plus mature, plus réfléchi, plus artistique. Ça a une quelconque plus grosse valeur artistique qu'un Dragon Ball ou qu'un Naruto. Là, je vais te dire, va niquer ta mère. Parce que Harry Potter, et le manga. Et en ce sens, je peux comprendre le mépris qu'on peut avoir pour le manga et la bande dessinée en général, la culture geek en général. C'est que c'est surtout Dragon Ball, même si je pense que ça reste un truc artistique, avec un message, avec une certaine profondeur, tout ce que tu veux, ça reste en premier lieu un produit de consommation, le manga. En fait. Le manga, la bande dessinée, les comics. Tout comme Harry Potter est un produit de consommation, en fait. Avant d'être une œuvre artistique qui passe un message, qui passe des trucs, quand J.K. Rowling a écrit des nouveaux bouquins Harry Potter, c'est pas parce qu'elle a des trucs à raconter, c'est parce qu'elle veut vendre du Harry Potter. Dragon Ball Super, c'est pas parce qu'on avait encore des trucs à raconter avec Dragon Ball, c'est parce qu'on voulait vendre du Dragon Ball. Donc le mec qui me dit je préfère lire Harry Potter, au moins c'est de la littérature, c'est pas des mangas pour gamins, je te dis va niquer ta mère, t'es autant un pigeon que moi en fait. T'es autant un gamin que moi, quelque part. Donc quelque part, ces gens-là, je les conchis. Mais si un mec qui me dit, moi je préfère lire, encore je reste sur Victor Hugo parce que c'est le seul qui me vient en tête, tellement j'ai pas de culture. Si le mec il arrive, il fait, oh je préfère lire du Victor Hugo que Dragon Ball, je fais bah bien sûr, je peux comprendre. Voilà, est-ce que ça vaut le coup de mépriser pour autant le mec qui lit du manga? Non, mais mais voilà, les mecs qui te sortent, parce que j'ai déjà eu ça, l'exemple en face de ouais, je préfère lire Harry Potter, bon, c'est pas des mangas de gamins. On va dire ferme ta gueule, Harry Potter il a une baguette. Bon, voilà, il a une baguette, il a des lunettes, il fait des Wingardium Leviosa, Son Goku détruit des planètes, il met des grosses patates dans la gueule à Freezer. Donc quelque part, tais-toi, hein, parce que moi j'ai lu Dragon Ball, je peux te mettre une grosse patate. Toi tu vas sortir ta baguette, ah tu vas rien faire, parce que la magie ça existe pas, alors que les patates, ça existe. Oui, je suis parti en couille dans mon explication. Oui, totalement. Mais j'assume. J'aime pas Harry Potter, voilà. J'ai rien contre Harry Potter, en fait. C'est le fan d'Harry Potter me casse les couilles. Comme si c'était, oh, c'est trop génial, Harry Potter. Il a une baguette, l'enfoiré de sa mère, de pute. Pardon, j'arrête avec Harry Potter. Voilà. Donc non, qu'est-ce que je pense des gens qui méprisent le manga? Bah, ils font ce qu'ils veulent. Mais si tu méprises le manga, lis des vrais trucs. Me sors pas Harry Potter. Sinon, tu me dis Seigneur des Anneaux, encore, je dis d'accord, ok. Tu me dis Harry Potter, je dis va niquer ta mère. Voilà, c'est tout. Je vais niquer ta mère, je te crache à la gueule. Peu, comme ça. Et tu feras rien si je te crache à la gueule. Parce que t'es un fan d'Harry Potter, en fait. Donc de base, tu es inoffensif, tu n'existes pas, tu sers à rien. Voilà, je vais me faire bâcher par les fans d'Harry Potter. Mais c'est pas grave. Ouais. Prochaine question de Roi Willou. Ou Willux, je sais pas comment on dit. Penses-tu te lancer dans un nouveau format de vidéo? Alors ça c'est la question un peu classico-classique des FAQ. Alors est-ce que je vais faire un nouveau format de vidéo? Oui. Là actuellement j'exporte en MP4. Je vais peut-être faire du MOV ou du... Non, ça a été nul à chier cette blague. Alors oui, j'ai réfléchi à des nouveaux formats de vidéo. Il y a un truc que je veux faire depuis longtemps et que cette fois-ci ça y est j'ai décidé que j'allais me lancer. J'aimerais bien faire un peu plus de fiction sur ma chaîne. Alors quand je dis de fiction je te parle pas de web-série ou de trucs comme ça, parce que j'ai pas les épaules pour faire une web-série, j'ai pas le talent qu'il faut pour faire une web-série, j'ai pas la patience, j'ai pas la technique pour faire une web-série. À la limite, si un jour je m'entoure de gens suffisamment compétents, je pourrais faire une petite web-série vite fait, mais c'est pas le propos, c'est pas le sujet. En plus, les web-séries sur YouTube ça marche pas. Alors, mais a priori, pourquoi pas. Un jour, j'en ferai certainement une, en tout cas, je participerai à une activement. Ne serait-ce qu'à l'écriture, ça je me sens capable. Mais tout ce qui est réalisation, acting, déjà je suis pas comédien. Donc si je fais un truc, je jouerai même pas dedans, tu vois, je pense. Mais j'ai envie de faire de la fiction. Alors j'ai pensé faire de la fiction audio. Mais le problème de la fiction audio, bah c'est que ça me fait chier la fiction audio. J'aime bien écouter, mais à créer, je trouve que c'est moins intéressant. J'ai besoin toujours, parce que moi je viens de la BD, à la base je viens du manga. Il me faut un support visuel. Alors j'ai pensé faire de l'animation.
Le problème de l'animation, c'est que c'est long, que ça coûte cher. Et j'ai pas juste envie... Alors quand je fais des petits dessins animés, Dragon Ball version logique, d'accord, c'est plus ou moins de l'animation. Mais c'est de la fausse animation, quoi. Je joue juste de stratagème pour faire croire que c'est animé, alors qu'en fait ça ne l'est pas vraiment. Mais je peux pas raconter des histoires comme ça. Je peux faire des blagues, ça marche, mais je peux pas raconter des histoires. Et j'ai envie de raconter des histoires. Et il se trouve que je me dis, tiens, peut-être que je pourrais faire du motion comics. Alors du motion comics, low budget, attention, hein. Et j'ai commencé à bricoler un petit truc. Donc je lui dis, tiens, j'ai fait des petits tests pendant quelques semaines, là. J'ai fait des petites vidéos qui sortiront certainement jamais, mais qui montrent qu'en fait ça peut marcher. J'ai montré ça à plusieurs potes, ils m'ont dit, putain, c'est stylé, faut continuer là-dedans. Alors graphiquement, ça sera pas ultra ouf, ce que je vais faire. Mais je pense que tu rajoutes l'image avec le son, parce que le travail du son va être super important, avec le son, les bruitages, les petits effets d'animation. Je pense que ça peut être très sympa à regarder et à suivre ce genre de carabistouille. Donc là, j'ai écrit une histoire courte qui se passe dans l'univers de Dirty Cosmos. Alors Dirty Cosmos, c'est le comics, je sais pas comment on dit, un comic book, que j'ai créé de manière indépendante, totalement indépendante, en auto-édition, avec mon poteau Gigito, le dessinateur. Et j'ai décidé de faire une histoire qui se passe dans le même univers. Alors à la base, j'étais parti pour adapter l'histoire qu'on sort actuellement en motion comics. Mais je me suis dit non, c'est pas cool, faut mieux attendre que tout sorte et après peut-être limite le faire. J'ai dit tiens, je vais faire plutôt une histoire avec le même héros, le même personnage, dans le même univers, mais qui se passe à un autre moment. Juste une autre histoire. C'est comme si tu prenais, je sais pas, tu prends une histoire de Batman, tu fais une histoire de Batman indépendante. Et ben là c'est pareil. Je vais prendre le héros de Dirty Cosmos et il va lui arriver une aventure indépendante. Le truc devrait durer peut-être 10 minutes, 10-15 minutes, grand max. J'ai déjà bien commencé, j'ai enregistré une partie des voix. Alors pour l'instant c'est ma voix, mais en fait j'ai pensé le truc pour que ça soit simple à faire. C'est-à-dire que c'est un personnage qui parle à la première personne. Voilà, il raconte son histoire et pendant ce temps-là tu vois l'histoire qui se passe. Avec des petits dessins, des petits diaporamas. Voilà, ça peut être de la vraie animation, ça va être du motion comics. Si t'as pas vu des motion comics, je t'invite à regarder des motion comics sur YouTube. Voilà, donc là il y a un personnage qui raconte son histoire à la première personne, narration première personne. Et on va voir ce que ça va donner. Et si ça marche bien, alors je m'attends pas à faire 300 000 vues avec. Hein. Si ça fait 50 000 vues, je serais déjà content parce que c'est pas le genre de contenu qu'on est habitué à voir sur ma chaîne. Et c'est peut-être pas le genre d'histoire que les gens veulent voir sur une chaîne de manga. Parce que disons que ça va être une histoire un peu noire, un peu sombre si tu veux. Mais pas ambiance esprit shonen. Ça va être plus proche de. Dans le délire, ça va être plus proche de. Ah, c'est un mélange entre Punisher, tu vois, et Blame. Blame, le manga Blame. Bon, tu verras, c'est un délire. C'est un peu genre métal hurlant. Il y a un délire, tu vois. Donc tu verras. Donc je vais mettre un peu de temps à le faire, ça. Je sais pas. J'aimerais bien que ça sorte en septembre aussi. Mais j'ai un emploi du temps chargé. Et comme je vais devoir faire tous les dessins moi-même et tout, ça va être un peu compliqué. Mais ça va sortir. Voilà, je suis motivé. J'ai le texte, j'ai les voix, j'ai plus qu'à faire les images. Ça va déchirer. Bon, je vais pas mettre d'extrait. Je sais pas si je mettrai un extrait pour te hyper ou pas, parce que j'ai dit que j'ai arrêté de faire ça. Mais voilà, j'ai envie de faire plus de fiction. Voilà. Et je pense que le motion comics, même si c'est long, bah ça restera toujours moins long que de la vraie animation. Je pense que ça peut être un bon compromis entre raconter une histoire, faire un peu de dessin et le montrer sur YouTube et faire de la vidéo en même temps. Parce que ça reste quand même le moyen d'expression, la vidéo YouTube, qui sera toujours le plus vu. Voilà, alors les vues, c'est pas ce qui compte le plus important, mais bon, quitte à se faire chier pendant un mois à faire un projet, autant qu'il soit vu par le maximum de monde. Voilà. Donc voilà, je vais essayer de faire un motion comics. C'est tout. En termes de nouveaux contenus, c'est à peu près tout. Ouais. Alors après, il y aura toujours... cette année, j'ai lancé un nouveau format de menu manga aussi. Les petits reportages du chef Otaku chez les éditeurs. Alors ça, c'est censé continuer en 2020, enfin fin 2019, début 2020, il est censé en avoir d'autres. Je suis censé en faire 3 ou 4 autres dans l'année qui arrive, normalement. Bon, c'est pas le format qui marche le plus, mais moi, je trouve ça très intéressant de faire. Alors après, cette année, c'était un peu l'année test. On a commencé à trouver un peu comment faire. Les premiers étaient un peu balbutiants. Mais là, le dernier qu'on a fait chez Glenna était vraiment bien. Il était à la fois compact et dense. C'est-à-dire que il durait pas une demi-heure.
Et il y avait pas mal d'infos, c'était pas les mêmes infos qu'on a vues avant, parce que moi au bout d'un moment je sais comment ça marche l'édition maintenant. J'ai pas besoin d'aller voir un traducteur pour lui dire c'est dur de traduire un manga. Bon, au bout de moment j'ai vu 3 ou 4 traducteurs, c'est bon. Je vais pas aller voir un cinquième pour lui demander c'est quoi son boulot, on connaît. Moi ce que j'aimerais voir maintenant c'est aller chez les éditeurs et qu'ils me racontent l'histoire un peu, comment ils se sont imposés dans le game, parce que c'est ce que j'ai fait chez Glénat quelque part. J'aimerais bien voir ça, qu'ils me racontent des petites anecdotes. L'envers du décor. Là maintenant ça j'aime bien. Et j'aimerais bien le faire un jour, alors je sais pas si c'est possible aussi, mais j'aimerais bien le faire un jour chez le Simulcast. Ça, je vais chez ADN ou Wakanim par exemple, je dis tiens, comment ça marche votre boulot alors c'est galère, ça peut être intéressant. Découvrir l'envers du décor. Même la presse manga, tiens. Alors je sais que les trois quarts peuvent pas me blairer, mais quand même, ça serait intéressant d'aller voir les coulisses de la presse manga, parce que est-ce que ça marche encore bien aujourd'hui Voilà, j'aimerais bien voir l'envers du décor des médias manga en France. Voilà, j'aimerais bien faire ça. Bon, je vais le faire a priori, mais pas que les éditeurs, j'aimerais bien voir d'autres aspects du truc. Bon, comme ça, j'aurai tout l'ensemble du bordel. Et ça peut être super intéressant. Alors bien sûr, après, j'aimerais bien aussi interviewer plus de mangaka, des mangaka français surtout. Parce que les mangaka japonais, c'est intéressant, il y a le côté prestigieux, et les japonais, mais je peux pas dialoguer avec un japonais, parce que je parle pas japonais, je suis toujours obligé de passer par un interprète, et en plus le temps est toujours limité. Alors qu'en général, quand je parle avec des mangaka français, bah je peux dialoguer, vraiment, et ça peut rebondir, ça peut être un véritable échange, et ça peut être vraiment très intéressant. Comme l'interview que j'ai faite avec Maître Gims et toute sa clique là pour son manga, bah, l'interview, je trouve qu'elle était super intéressante à faire et à écouter, parce qu'il y a un vrai dialogue. Et c'est ça que j'aimerais bien, un vrai dialogue avec des mangaka. Donc, peut-être faire un reportage sur le manga français, un de ces quatre. Genre, je parcours la France, je vais voir les mangaka. Oui, alors... ça serait cool de faire ça. Mais je sais pas, hein, si je te parle d'un truc, peut-être que ça arrivera, peut-être que ça arrivera pas. Et si ça arrive, ça peut arriver dans 3-4 ans, j'en sais rien. S'il y en a encore sur YouTube à ce moment-là. Mais voilà, c'est le genre de truc que j'aimerais bien faire aussi. En termes de nouveaux formats. Et des dessins animés. Ouais. Prochaine question. Mario et Luigi. Comptes-tu faire un autre projet après Dirty Cosmos? Si oui, avec qui? Alors quand il veut dire d'autres projets, je pense qu'il veut parler d'autres projets BD. Manga, tout ce que tu veux. Alors, après Dirty Cosmos, oui, bien évidemment, j'aimerais continuer à faire d'autres projets bande dessinée, parce qu'à la base, c'est quand même mon premier amour, la bande dessinée, j'ai envie de te dire. Donc oui, je veux continuer à faire de la bande dessinée. Est-ce que je continuerai des projets dans l'univers de Dirty Cosmos? Certes, sûrement, je ne sais pas encore, à ce stade. Est-ce que j'aimerais bien sortir un manga? Oui, j'essaye d'avancer en ce sens, même si ça prend du temps. J'espère que je sortirai un manga dans 1 an ou 2. Peut-être même avant, ça serait cool. Mais un vrai manga, tu vois, un vrai manga, ça veut rien dire un vrai manga, mais un manga édité de manière professionnelle. Voilà, genre il y aura une maison d'édition, il y aura un dessinateur, un truc carré. Tu pourras aller à la Fnac et trouver le manga du chef. Voilà, et tu trouveras ça stylé. Je veux même pas que tu dises c'est le manga du chef, en fait. Même si forcément, vu le projet que je vais proposer, ça sera forcément un peu le manga du chef, mais que tu lises ce manga. Et que tu dises, même si tu me connais pas, putain, c'est stylé. Mais tu le feras parce que je suis un génie. Vous le savez pas encore, les gens de YouTube, qui me regardent sur YouTube, que je suis un véritable génie de la bande dessinée. Vous le savez pas encore, mais vous allez le savoir. Vous allez le savoir. Et sinon, bah, il y avait aussi Isekaira. Alors, c'est un projet que là, c'est plus Twitter. Le Twitter game, qui sait de quoi je veux parler. J'ai eu une idée d'un Isekai, parce que les Isekai, ça me saoule. J'ai eu une idée d'un Isekai. Ce serait deux Kaira, de France, hein, d'ici. Hein. Là, j'ai envie de dire d'ici qui serait deux. Qui se retrouvent par inadvertance transportés dans un monde d'Heroic Fantasy. Et qu'est-ce qu'ils font au lieu de devenir des héros? Et ben les mecs ils bicravent. Voilà, c'est le délire de base. C'est deux Kaira qui bicravent du shit et du cannabis aux elfes. Aux elfes, aux nains, aux centaures, tout ce que tu veux. C'est le délire. En fait, c'est Narcos au pays des lutins. C'est le délire. C'est le délire. C'est le délire. Et ce délire a fait réagir et beaucoup de gens étaient chauds. Moi je me suis dit, vas-y, si vous êtes chaud, je suis chaud. Donc j'ai lancé un appel à dessinateurs. Alors j'ai eu pas mal de dessinateurs, dont certains sont vraiment très très bons. J'ai répondu à personne pour l'instant. Pourquoi? Parce que, en fait, il se trouve que je suis un peu un connard. C'est-à-dire que moi je suis un peu impulsif, je me lance dans 36 000 projets en même temps. Et quitte à faire taffer un gars pendant 1 an ou 2 sur une bande dessinée, je préfère attendre qu'il y ait du solide derrière, si tu veux. Et il se trouve que je bosse encore sur un projet manga, comme je viens de te le dire.
Donc je vais attendre que les choses se concrétisent, un peu se posent d'un côté ou de l'autre. Et, éventuellement, si que j'ai commencé à écrire des trucs, il faut que je vois, faut que si je fais Isekai'ra, faut que ça tienne en... Faut que l'histoire tienne en 10 chapitres. Voilà, faut que ça fasse un tome. Peut-être 2, à la limite. Et il faut que je sois sûr que j'ai suffisamment de matière à raconter, parce qu'au-delà de la blague, parce que ça va être drôle, faut quand même qu'il y ait un fond, faut qu'il y ait qu'est-ce que ça raconte, si tu veux. Sinon, je fais une BD à gag. À la limite, je pourrais faire ça, hein, je pourrais faire un genre de Titeuf, mais c'est un isekai, en fait, si tu veux. Je viens de trouver la solution à mon problème en te parlant. Je pourrais faire ça, mais c'est pas forcément plus pratique, plus facile. En termes de format, c'est plus simple, évidemment. Mais j'aimerais raconter une vraie histoire, tant qu'à faire. Donc, il faut que d'abord j'attende de bien mûrir le truc, que j'ai une vraie histoire, que j'ai un vrai projet à proposer. Peut-être que je n'en trouverai rien, peut-être que je me rends compte que, au-delà de la blague, peut-être que le concept n'a pas plus d'ambition que ça, et peut-être que ça vaut peut-être pas le coup de le faire, finalement. Mais, comme je suis un génie, si jamais je trouve quelque chose à raconter, et que j'arrive à le développer sur 10-15 chapitres, 10-15 numéros, 10-15 chapitres, ouais, et que j'arrive à faire un tome ou deux avec, à ce moment-là, je contacterai un des dessinateurs, sous réserve qu'ils sont disponibles, et qui m'ont envoyé leur book, quelque part. Et on essaiera de bâtir un projet ensemble. Alors ça, là, par contre, ça sera un projet totalement auto-édité, encore une fois. Mais j'aimerais bien changer un peu le game du truc. Est-ce qu'il y a un nouveau format qui est... Un nouveau format, c'est pas nouveau du tout, mais un format qui arrive en France, et que je trouve plutôt révolutionnaire, et que je trouve très intéressant pour l'avenir de la BD indépendante, en tout cas. C'est le format Webtoon. Le Webtoon, qu'est-ce que c'est? J'en ai déjà parlé dans un des derniers menus manga. C'est un format qui est a priori gratuit, et qu'en fait tu scrolles un chapitre, c'est une page en fait que tu scrolles du début à la fin. Et si jamais Isekai'ra se fait, j'aimerais bien que ça soit sous ce format-là. J'aimerais bien que ça soit sous ce format-là, donc que ça soit publié de manière mensuelle ou hebdomadaire, ça dépendra comment on se démerde, et qu'il y ait un épisode, que ça soit sur 12 ou 13 épisodes, que ça soit diffusé totalement gratuitement, soit sur une plateforme qui existe déjà, soit sur une plateforme qu'on créera pour l'occasion, et que les gens pourront le lire gratuitement. Comme ça, il y aura un maximum de lecteurs, ça sera cool et tout. Mais le problème, et c'est là que ça sera peut-être un peu révolutionnaire dans le délire, c'est que faudra le financer ce truc-là, malgré tout. Même si moi, je gagne pas de thunes dessus, tu vois, a priori, c'est pas très grave. Le mec qui va se faire chier à le dessiner, parce que ça sera pas moi, parce que j'ai pas que ça à foutre, malheureusement. Faut quand même qu'il gagne sa croûte, le dessinateur, parce que le boulot de dessinateur, c'est pas juste un hobby, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. C'est un vrai métier. Et comme moi, je veux prendre un gars carré, vraiment professionnel, qui fait des trucs bien propres, il faudra que je le paye. Et je peux pas le payer de ma poche, parce que je suis pas riche. Hein, j'aimerais bien être riche. Si j'aurais été riche, t'inquiète, je l'aurais signé un billet de 30 000, et puis vas-y, fais ma BD, bâtard. Mais, je ne peux pas. Alors peut-être que je m'inspirerai du financement des web-séries, si tu veux. Parce que une web-série, si tu veux, il fait ouais, on a besoin de, je sais pas, 20 000 euros pour faire la web-série. On fait un Ulule, les gens donnent le machin, et puis ils voient la web-série gratuitement derrière. Et ce que j'aimerais faire avec Isekai'ra, si jamais ça se fait, c'est faut payer le dessinateur. On a besoin de, je sais pas, 15 000 euros par exemple. Enfin, un chiffre au hasard comme ça. Je fais un Ulule, 15 000 euros. Ça paye le dessinateur. Et on sort le truc gratuitement derrière. Et peut-être même après le sortir en version physique, hein, pourquoi pas. Mais ça serait comme ça qu'on financerait le projet. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses de ce délire-là? C'est une idée comme ça. Voilà. Ça pourrait être intéressant. Voilà. Donc c'est à creuser. C'est à creuser. Parce que Isekai'ra, si je le fais comme je veux le faire et que je trouve vraiment quelque chose à raconter, ça va être un peu trashos. Ça va être politiquement incorrect. Et si je vais voir un éditeur et qu'il me fait non, cette blague-là, c'est trop chaud, je vais lui dire nique ta mère. Et ça va m'énerver. Donc je préfère le faire. Si je fais Isekai'ra, il faut que je le fasse comme j'ai envie de le faire. Donc je le ferai de manière indépendante si ça se fait. Si ça peut pas se faire de manière indépendante, ça se fera pas. Et puis c'est tout. Parce qu'en fait, c'est qu'un délire. Il faut que ça soit en un tome en fait. Parce qu'au bout d'un moment, c'est un concept que tu peux pas étaler sur 25 tomes. Parce qu'au bout d'un moment, tu te fais chier. T'as compris la blague, c'est plus drôle. Donc il faudrait faire un seul tome pour Isekai'ra. Si ça se fait encore une fois. Donc voilà. Qu'est-ce que tu penses de ce projet-là? Est-ce que tu penses que c'est possible de financer de la bande dessinée gratuite et indépendante? Alors, elle n'est pas totalement gratuite, parce que finalement tu financeras au moins le dessinateur, ou peut-être moi, hein, parce que
Je te cache pas que si je fais un Ulule et qu'il y a 100 000 balles qui arrivent, bon, je vais prendre un billet, hein, c'est normal, de toute façon, je vais devoir payer des taxes dessus et tout, donc ça va être la merde. Mais faudrait trouver un modèle économique qui fait que la BD est gratuite, mais que quand même tout le monde puisse avoir son petit billet dans l'affaire, que personne soit lésé. Voilà. C'est comme pour les web-séries en fait, ou Vornoob, c'est ça qu'ils font, plus ou moins. Bon, ils vendent des merchandising et tout ce que tu veux derrière, mais ils arrivent, bah, on a besoin de faire un film, il nous faut 800 000 balles, enfin il nous faut 200 000 balles, ils ont eu je sais pas combien. Voilà, c'est ça qu'il faudrait faire, mais pour de la bande dessinée. Mais qui serait pas édité, si tu veux, que ça serait juste virtuel en fait. Tout le monde l'est sur son téléphone, en train de lire Isekai. J'aimerais bien que un maximum de gens lisent le délire, et puis on discute à la récré, les conneries comme ça, tu vois. Diffuser du webtoon gratos. Et le webtoon, je trouve que c'est vraiment le format le plus adapté pour ce genre de délire. Voilà. Alors je sais pas si c'est bien clair que j'essaie de t'expliquer depuis tout à l'heure. Mais si jamais t'as compris quelque chose, dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Est-ce que tu penses que ça serait pas un bon modèle économique pour la BD indépendante sur Internet? Voilà. Parce que vendre des bouquins, c'est bien, mais est-ce que aujourd'hui c'est vraiment pertinent de vendre des bouquins? Alors il y a le côté collection, il y a le côté collector, d'accord, mais imagine. Tu donnes juste, je sais pas, 5 balles, t'as toute une série gratos après. Enfin, c'est pas gratos, vu que t'as donné 5 balles, mais t'as compris le délire. Ça peut être pas mal. Voilà, c'est tout. Ouais. Question de Anis Ramouni. Où est passé Dr Bang? Alors oui, Dr Bang, pour ceux qui s'en souviennent, ça fait 2-3 ans qu'on l'a pas vu, si je dis pas de conneries. C'était un personnage, parce qu'à l'époque, sur YouTube, tout le monde avait un personnage à la con, professeur. Et moi, j'ai fait Dr Bang, avec un tournevis Sonic. Et tutti quanti, et le personnage a un petit peu disparu. C'est pas impossible qu'il revienne. Et c'est pas impossible que, quelque part, peut-être dans un autre média, l'explication de la disparition de Dr Bang sera expliquée. Dans le lore de Menu Manga, parce que oui, il y a un lore Menu Manga, il y a une histoire dans Menu Manga, il y a des personnages, il y a une espèce de mythologie dans Menu Manga, pour ceux qui suivent depuis le début. Voilà, d'ailleurs cet aspect univers de Menu Manga va revenir aussi. C'est vrai qu'on l'a pas trop exploité ces derniers temps, même si, non, je dis des conneries, on l'a exploité quand même dans les menus manga récents. Un an ou moins d'un an. Donc ça va revenir à balle. Ça va revenir à balle. Voilà. Normalement, voilà. Il y a même des trucs, bon, je t'en parle comme ça, qui sont amorcés dans le menu manga Berserk. Mais en fait, c'est un truc que tu comprendras, que tu peux pas comprendre en me voyant le menu manga Berserk seul. Faudra que tu vois la suite. Si on arrive à faire ce que j'ai envie de faire dans les futurs menus manga, il y a une scène qui prendra tout son sens. Et ce sera stylé. Ce sera stylé. J'ai parlé de mon idée à Varro, il a fait oh putain c'est stylé. Et ça va être stylé parce que je suis un génie encore une fois. Donc voilà, mais il reviendra Dr Bang certainement. Faut que je retrouve une. J'ai plus la. Comment ça s'appelle? La blouse. Faut que je me retrouve une blouse. À ma taille, de préférence, parce que l'autre était trop petite. Donc il me faut une blouse à ma taille. Et à ce moment-là, peut-être qu'il reviendra et que ce sera des bons bails. Ouais. Une question de Master Chief. Que répondrais-tu à ceux qui justifient le fait qu'ils lisent absolument tout en scan sous prétexte qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter les tomes? Vaste question, question complexe. Question compliquée. Alors ma position vis-à-vis du scan, je les ai expliquées. Le scan, c'est un peu comme le porno, si tu veux. Tout le monde est contre, mais tout le monde en lit, quelque part. Ça veut pas dire que c'est bien. Ça veut pas dire que c'est mal. Oui, ça nuit au manga, quelque part. Dans un certain degré. Mais justifier le truc, oui, mais il n'y a pas les moyens d'acheter les tomes, bidule chouette. Ça va, un tome, c'est pas si cher que ça. Et puis surtout, il y a d'autres moyens aujourd'hui de lire du manga qui sont légaux, qui sont et même parfois gratuits. Je veux dire, une carte de bibliothèque, par exemple. Ça coûte rien. Moi, les 3 quarts des trucs que j'ai lus, en vrai, je les ai lus grâce à la bibliothèque, à la médiathèque. Voilà, j'ai pris une carte de médiathèque et je lisais des trucs, des BD, des comics, des mangas, parce que de nos jours, les médiathèques sont quand même vachement à jour au niveau sortie manga, BD, comics. Hein, faut arrêter. Alors, même dans un trou, moi j'habitais dans un trou, j'habitais à l'Anilis il y a pas longtemps, là. C'est un petit bled, et ben il y avait des dernières sorties manga dedans. Il y avait toute une collection de mangas. Alors, même si c'est pas les dernières sorties, t'as des putains de collections que tu ne retrouveras pas ailleurs. Hein, c'est pas là-bas qu'ils avaient, mais dans une autre médiathèque de Brest, il y avait Bastard. Où c'est que tu trouves Bastard dans des librairies aujourd'hui? Voilà. Donc il y avait des putains de trucs. Il y avait 3x3 Ice, ou je sais pas comment ça s'appelle là. Voilà, tu peux trouver des purs trucs dans des médiathèques. Et c'est gratos. Hein, les médiathèques.
Quasiment gratos, en tout cas les médiathèques. Tu peux trouver plein de trucs. Après, l'excuse de merde, voilà, vous faites quelque chose de pas bien. Assumez, c'est pas bien, je sais, c'est pas bien, mais j'assume qu'ils viennent me chercher. C'est ça qu'il faut dire. Faut arrêter les excuses, les faux semblants de merde. Voilà, le scan c'est pas bien, mais tout le monde en lit, faut être honnête, ça existe. Voilà, je vais pas te mentir, je vais pas te dire que je lis jamais de scan, c'est pas vrai, je serais un menteur si je fais ça. Mais j'essaye d'en lire le moins possible. Voilà, surtout moi que j'ai pas d'excuses, hein. Je reçois les trois quarts des sorties françaises, je les reçois gratos. Donc je vais pas en plus, genre, par exemple, comment ça s'appelle merde, il y a un manga que je suis que Promise Neverland, par exemple. Bah, je suis la parution française. J'ai jamais regardé un seul scan de Promise Neverland, tu vois, par exemple. Parce que j'ai les mangas gratos chez moi. Ça sert à quoi d'aller. Après, c'est sûr que je les paye pas. Si je les payerais, ça serait peut-être plus compliqué, peut-être. Mais, voilà, donc j'essaye. Alors, je vais pas te donner faire la leçon, parce qu'en fait, j'ai pas de leçon à te donner, si tu veux. Mais, voilà, ça existe auprès des gens qui n'ont pas les moyens. Ça existe. Mais est-ce que c'est une excuse Voilà. Après, c'est un autre débat, le truc. Mais voilà. Mais je vous rajouterais que acheter des mangas, faut quand même acheter des mangas. Je pense que c'est quand même le format de base. À la base, les mangas, ça n'a pas été fait pour être lu sur un écran. Alors le webtoon, c'est une autre question, parce que c'est prévu pour ça. Mais je pense que le manga, pour vraiment l'apprécier, faut le lire en papier. Et je pense que si tout le monde réellement avait les moyens d'acheter des mangas, c'est clair que moi demain, j'ai 500 balles à claquer, je m'achète tous les City Hunter. Parce qu'à l'heure qu'il est, j'ai pas tous les City Hunter. Tu vois ce que je veux dire Ou je m'achète tous les Berserk, j'ai pas encore tous les Berserk. Et pourtant je suis le chef, je suis un des plus gros fans de City Hunter et de Berserk de la Terre. Et pourtant j'ai pas tous les tomes encore. Parce qu'il faut les trouver, parce que je suis radin. En fait j'attends de les acheter en occasion. Voilà, mais parce que même il y a ça, tiens, tu vois. Les mangas d'occasion, il y en a plein des bouquineries dans toutes les villes. Bah tu chines, tu cherches et puis tu trouves des trucs. Voilà, donc voilà, le scan ça doit être le dernier recours. Le scan c'est la facilité. Je pense que quand tu veux vraiment collectionner les mangas, après ça dépend, est-ce que tu veux consommer du manga ou est-ce que tu veux avoir du manga. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a différentes manières de consommer le manga. Si t'es un... J'ai pas envie de faire le vrai fan de manga, mais si t'aimes vraiment le manga en tant qu'art, faut que tu possèdes un maximum de tomes. Pas forcément un maximum, parce que tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un maximum de trucs. Mais t'essayes d'avoir des tomes, t'essayes d'acheter, t'essayes de participer au bordel le plus possible. Autant que faire se peut. Alors quand t'as 12 ans, c'est peut-être pas facile. Mais quand t'arrives à avoir 25 balais et que tu me dis que t'as pas les moyens pour acheter un manga, je pense que t'es un peu un branleur. Voilà, parce qu'un manga ça coûte pas si cher. Et puis il y a toujours moyen d'avoir moins cher. C'est-à-dire déjà tu peux avoir. Il y a les brocantes, il y a les bouquineries, il y a les livres d'occasion. Il y a toujours moyen. Il y a le bon coin. Voilà, t'as toujours moyen d'acheter du manga. Voilà, donc je pense qu'un vrai passionné de manga, même si c'est débile l'argument du vrai passionné, mais tu comprends ce que je veux dire. Quand t'aimes le manga, tu achètes ton manga. Voilà. Autant que faire se peut, bien sûr. Mais après, je juge pas les gens, parce que je sais ce que c'est d'être dans galère. Mais voilà. Faut jouer un peu avec les règles de temps en temps. Faut acheter au maximum que tu puisses acheter, selon tes moyens. Mais encore une fois, il y a plein de solutions pour lire du manga, que ce soit gratuit ou pas cher. Voilà, il y a les médiathèques, il y a les brocantes, il y a les bouquinistes, il y a plein de trucs. Donc voilà, c'est pas une excuse en soi de pas avoir de thunes. Ouais. Donc ensuite, on a une question de Win Aldin, je sais pas. 6 ans sur YouTube, ça commence à faire, même si c'est ton métier aujourd'hui, est-ce qu'il t'arrive de te lasser de YouTube ou bien tu es toujours autant au taquet? Est-ce qu'il m'arrive de me lasser YouTube? C'est pas YouTube en soi qui me lasse, des fois, c'est plutôt ce que j'en fais, ce que je fais sur YouTube qui peut me lasser. Genre les reviews, bon c'est sympa, j'aime bien faire des reviews, ça marche très bien. Des fois, tu te fais un peu chier, des fois tu fais une review, mais t'as pas grand chose à dire parce que l'épisode est pas très intéressant. Donc j'ai arrêté de me forcer maintenant à faire des reviews. Quand j'ai rien à dire, bah je dis rien. Voilà, c'est ça qui peut me lasser. Et c'est aussi... Non, franchement, YouTube me lasse pas plus que ça. C'est des fois que je me retrouve dans des impasses. J'ai envie de faire des trucs, mais je peux pas les faire tels que je veux les faire. Je pense certainement à certains sketchs de menu manga que j'aimerais faire, ou certains formats de vidéos que je peux pas encore faire, parce que j'ai trop de trucs à faire à côté en fait. Donc est-ce que ça me lasse de YouTube? Non. Est-ce que je suis toujours au taquet?
Oui, parce que j'ai toujours plus envie de faire des trucs, et plus j'avance, plus les trucs que j'ai envie de faire sont possibles. Genre, il y a 2 3 ans, faire le menu manga Berserk tel qu'on l'a fait, ça aurait pas été possible. Aussi bien techniquement que financièrement, j'aurais pas pu le faire. Là, cette année, j'ai pu le faire. Et je pense qu'à l'avenir, parce que voilà, d'année en année, ça va très bien pour moi sur YouTube, je pense qu'à terme, je pourrais vraiment arriver à un stade où je pourrais faire vraiment ce que j'ai envie de faire et comme j'ai envie de le faire. Ce qui n'est pas encore le cas. Et c'est de là que peut venir la frustration sur YouTube. En tout cas, quand ta vocation ou l'ambition d'être un minimum un créateur sur YouTube, parce que les reviews, c'est pas de la création. Alors bien sûr, il y en a qui me diront, oui, mais tu rajoutes ta patte dans ta critique, il y a un personnage, il y a un ton qui fait qu'on accroche et tout. D'accord, très bien. Je suis peut-être très bon dans la review, tout ce que tu veux. Mais à la base, je suis venu sur YouTube juste pour me filmer en face cam et raconter des conneries sur des mangas. Enfin, des conneries, façon de parler. À la base, moi je voulais faire un peu de mise en scène, je voulais faire des sketchs, je voulais faire des trucs un peu ambitieux, un peu cool. Faire un peu tes rêves de gamin, tu vois. Là, j'ai réussi avec le menu manga Berserk, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire, même mieux que ce que je voulais faire. Donc c'est stylé. Donc je vais essayer de tendre vers là maintenant. Alors ça prend du temps, hein, ça prend du temps. Là, le menu manga va sortir. Je te dis pas quand le prochain menu manga aussi stylé, avec de la mise en scène aussi stylée, aussi recherchée, comment dire, aussi ambitieuse, voire avec des figurants, des décors et tout. Je sais pas quand je pourrais le refaire. Je pense que je mettrai pas un an à en faire un comme ça. Parce que j'aurais trop envie de le faire tout de suite. Et puis on verra comment ça se goupillera niveau financement. Mais voilà, j'ai envie de le refaire. Donc on va tendre là-dedans maintenant. Voilà, donc je me lasse pas de YouTube. C'est pas YouTube la plateforme qui me lasse en soi. C'est ce que j'en fais finalement. Donc finalement, les gens qui se lassent de YouTube, c'est pas eux, ils aiment pas comment fonctionne la plateforme, truc comme ça. C'est des conneries, j'y crois pas une seconde. C'est qu'au bout d'un moment, t'es frustré parce que tu peux pas faire ce que tu veux. Ou alors tu fais ce que tu veux, mais ça marche pas. Voilà, mais après, je suis arrivé à un stade sur YouTube, personnellement, où je peux me permettre de temps en temps de faire des petites folies, de faire des trucs un peu créatifs, de faire mon truc de mon propre délire, parce que c'est pas grave, parce que ça va pas déterminer. Bon, c'est un peu con et cynique de dire ça, mais c'est pas ce qui va déterminer ma paye à la fin du mois, si tu veux. Finalement. Donc je peux me permettre de temps en temps de me lâcher un peu, de faire des trucs que je veux, mais il y a les petits délires que j'ai envie de faire, mais il y a des trucs ambitieux qui demanderaient beaucoup de moyens que j'ai envie de faire. Qui sont compliqués. Et c'est là, quand ça arrive là, que j'ai une putain d'idée, mais que je sais que je pourrais pas la faire avec les moyens que j'ai actuellement, ça c'est frustrant, ça c'est embêtant. Voilà. Et des fois, si, des fois il y a des remarques, même sur Twitter, des connards qui parlent dans mon dos, mais je les vois, ces fils de chiens. Fils de chienne. Qui fait, ouais, il parle pas de ça, alors que, nana, et nique ta mère, je suis en train de bosser sur un truc, si tu veux. Ouais, tu fais que des reviews, elle est où la passion? Je fais, mais parce que nique ta mère aussi, toi. Je veux dire, une vraie vidéo travaillée avec de la passion, ça se fait pas en 2 jours, si tu veux. Ça prend du temps. Euh, voilà, ça demande du temps, ça demande de l'investissement, ça demande de l'énergie. Ça se fait pas en 2 jours. Alors que les reviews, bah, je peux t'en chier 15 par jour si je veux, si tu veux. Voilà, donc il faut comprendre ça. C'est ça qui est la frustration, de mon point de vue, et je pense que c'est le cas pour tout le monde. C'est de ne pas pouvoir faire tout ce qu'on veut tel qu'on l'imagine, tel qu'on le veut. Est-ce que c'est clair ce que j'essaye de te dire? Parce que des fois, je fais des phrases, j'ai l'impression que je suis Jean-Claude Van Damme, je dis des trucs, mais les gens comprennent pas. Voilà. Donc YouTube, en tout cas, YouTube, j'ai rien à lui dire. YouTube, bon, il y a des trucs chiants sur YouTube, mais la plateforme en elle-même ne dérange pas plus que ça. Je m'en bats les couilles, même s'il y a beaucoup de trucs de merde sur YouTube qui cartonnent. Voilà, quelque part, je fais de la review, donc j'ai ma gueule à fermer. Et qui suis-je pour jeter la pierre aux gens qui préfèrent regarder des trucs de merde? Ils font ce qu'ils veulent. Je m'en bats les couilles, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà. Prochaine question de Kenus Theory. FAQ. Combien gagnes-tu de pognon par mois? Je répondrai pas, je donnerai jamais de chiffres pour l'instant. Quand le chiffre ça suffisamment gros. Pourquoi je dis pas combien je gagne? Parce que j'ai trop d'ennemis. Enfin, il y a trop de gens qui considèrent que je suis leur ennemi, si tu veux. Et je gagne pas encore assez pour pouvoir les regarder de haut et faire de toute façon, vous pourrez jamais me l'enlever, si tu veux. Nique ta mère. Mais en vrai, la réponse, c'est pas assez. Pour la réponse, parce que ça correspond à ce que je te disais à la réponse d'avant. C'est que je peux vivre de YouTube. C'était déjà le cas depuis 2 3 ans. Je peux vivre de YouTube. Je peux bien vivre de YouTube. Mais
Je ne peux pas à la fois bien vivre de YouTube et financer les projets que je veux faire. Parce qu'à un moment, il faut choisir. Parce que là, j'ai fait le menu manga Berserk, par exemple. Il m'a coûté, alors j'ai pas budgété le bordel, mais entre le matos que j'ai dû acheter, les défraiements, les chambres d'hôtel, les trucs comme ça pour les gens, j'en ai eu pour entre 3000 et 4000 euros. Je sais très bien que la vidéo Berserk ne me rapportera jamais 3 ou 4000 euros, si tu veux. Alors, elle va bien marcher. Inch'Allah, il ira même en tendance. Pourquoi pas? Mais je ferai jamais 3 millions de vues dessus, tu vois. Je ferai jamais 3 millions de vues dessus. Je sais que là, le menu manga Berserk, je l'ai fait à perte, enfin à perte. Parce que l'argent que j'ai mis dedans, c'est l'argent de Utip. Donc quelque part, c'est un peu votre thune. Bah, c'est même pas votre thune, c'est les thunes de Utip, des pubs en fait. Donc cet argent, je le reverrai jamais, si tu veux. Il est parti dans les abysses de l'économie, si tu veux, il reviendra jamais. Donc le menu manga, c'est à perte. Après, si tu veux faire des menus manga ambitieux comme ça, il faudrait qu'ils soient sponsorisés. Donc il y a déjà eu un menu manga sponsorisé, il va encore en avoir, mais ça sera jamais suffisamment sponsorisé pour financer ce genre de truc. Et ça me ferait un peu chier en réalité qu'un menu manga comme le menu manga Berserk soit sponsorisé, parce que c'est un truc où j'ai vraiment mis mes tripes dedans. On a mis nos tripes, on a sué dessus, tu vois. Et ça me ferait chier de faire sponsoriser les menus manga comme ça, parce que quand j'arrive là, on a tout tourné, on a tout écrit, on a tout monté, et qu'on arrive, on est obligé de me faire valider au mec qui met du pognon dedans. Et tu me dis, ah non, cette blague, ça va pas, c'est trop borderline, machin, faut enlever, faut modifier. Là, à un moment donné, je vais lui dire nique ta mère, mais je pourrais pas lui dire nique ta mère, parce que j'aurais déjà eu les thunes pour financer la vidéo, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça m'emmerde un petit peu. C'est cet aspect-là qui me fait chier. Alors après, mettre des... Parce qu'on parle des sponsors. Mettre des sponsors d'une minute avant une vraie vidéo... ça me pose pas de problème parce qu'en fait, la vidéo, je vous dis ce que je veux dans la vidéo. C'est juste la sponsor, à la limite, qu'il faudrait rectifier certains trucs, à la limite. Mais que sur une vidéo où j'ai bossé 3-4 mois dessus, on vient de me dire en bout de chaîne, ah non, cette blague, elle est un peu sexiste, elle est un peu machin, ça me casserait les couilles. Donc, pour les gros menus manga qui demandent vraiment du budget en soi, parce qu'un menu manga classique ne me demande pas spécialement de budget en réalité, hein, je parle d'un classique, hein. Ne demande pas spécialement de budget. J'ai ma caméra, j'ai mon micro, j'ai mon fond vert, c'est bon. C'est parti pour la une, on peut financer le truc. Voilà, ça me demande juste le prix des batteries à la limite, ou de l'électricité, et de l'ordinateur à la limite. Mais je peux le faire, c'est pas un problème. Mais un truc où je me suis fait chier une semaine et demander 3-4 000 euros à une boîte pour que je puisse le financer. Même pas gagner des thunes, juste payer les gens qui participent. Et qu'on me dise en fait, nique ta mère, tu dois enlever des trucs, ça me ferait chier. Donc voilà, je gagne pas assez encore pour tout payer de ma poche. Mais à terme, j'espère. Après, il y a Utip, évidemment. Il y a Utip. Utip, ça a très bien marché dans les 2-3 premiers mois de Utip. Aujourd'hui, ça marche encore très bien. Hein. Ça me rapporte peut-être 150-200 euros par mois en plus. Qui est toujours appréciable. Mais si, quand vous verrez le menu manga Berserk, ça pourrait vous motiver à aller sur Utip, ne serait-ce qu'une fois par mois, et remettre le budget que j'avais pour menu manga Berserk pour une autre vidéo. Voilà, le budget Utip, jusqu'à présent, il n'est jamais allé dans des trucs perso. Il a toujours été dans les vidéos. Voilà. Donc, Utip. Allez sur Utip, et là, je pourrais faire des menus manga Berserk. Je t'en fais 2-3 par an, easy. Si le Utip, il reste... voilà, c'est forcément conditionné. Parce que j'ai pas envie de faire des sponsors, des gros menus manga où je me casse vraiment le cul. Parce que je serai jamais libre dans ce que je veux faire. Voilà. Et il y a des blagues dans le menu manga Berserk, ça aurait été sponsor, elles seraient jamais passées. Et ça me casserait les couilles. Voilà, je me suis un peu perdu dans ce que je racontais, mais t'as compris. Ouais, d'ailleurs, il faut que je parle un peu plus des sponsors. Alors cette année, vous avez vu qu'il y a eu pas mal de sponsors. Il y en avait une ou deux par mois. Bon, je vais pas justifier pourquoi je fais des sponsors, je pense que tout le monde sait pourquoi je fais des sponsors. Pour la passion, bien évidemment. Mais la nouveauté, c'est que on propose de faire des reviews sponsors et des menus manga sponsors. Là, je pense particulièrement, dernièrement, il y a eu le menu manga Goblin Slayer, qui était sponsor. Pour parler, on m'a dit, tiens, je comptais déjà parler, en fait, le jour où c'est arrivé, après tu me crois pas, hein. Je venais de lire tout le manga Goblin Slayer, qui était sorti à l'époque, sur Isneo. Et j'avais commencé à l'écrire, et là on m'appelle, tiens chef, te faire une sponsor Goblin Slayer.
Je fais, bah, j'étais en train d'écrire un menu manga. Je fais, bah, parfait, fais un menu manga Goblin Slayer. Donc je l'ai fait, alors je l'ai fait avec mon ton et tout, comme d'habitude, et il y a des blagues dedans qui ont failli pas passer. Donc j'ai dû me batailler un petit peu pour que certaines blagues passent. Mais c'était une bonne expérience quand même, pas de question. Après la question, c'est la question éthique, si tu veux. Enfin, je sais même pas si on peut parler d'éthique. Est-ce que je suis jamais objectif dans mes... Déjà, on dit, oui, t'es pas objectif, t'as été payé. Déjà, si t'en as encore, après 6 ans de chaîne YouTube, à me dire que je suis objectif sur quoi que ce soit... T'es un guignol, t'as pas compris de quoi on parle ici en fait. On parle d'art, tu ne peux pas parler objectivement d'art. À moins que tu parles de technique. À la limite là, oui, c'est pas très bien proportionné. Là, c'est objectif. Mais quand tu parles d'art, tu n'es jamais objectif. T'as forcément un point de vue. C'est subjectif l'art. Y a rien de plus subjectif que l'art. Dire de base, même YouTube n'est pas subjectif. Hein. Si t'as un pouce bleu, pouce machin, c'est que bon, on attend ton avis. C'est pas objectif, ouais. Donc là, la question c'est, est-ce que quand je vais faire une review sponsor, ou une lecture du chef sponsor, ou un menu manga sponsor, est-ce que je vais être objectif? Non. Parce que je n'ai jamais, et je dis bien jamais, été objectif sur cette chaîne. Et je ne le serai jamais. Parce que être objectif, c'est chiant. T'es juste factuel quand t'es objectif. Voilà, pour être objectif, il faudrait que je sois juste factuel. Alors oui, Goblin Slayer, ça a été écrit par Bidule, par machin, c'est inspiré de ça, de ceci, il y a 10 tomes, fin de la vidéo. Voilà. Non, j'ai quand même pu dire ce que j'avais à dire sur le manga Goblin Slayer. Voilà, après ça c'est à la confiance. Hein. Si tu crois, est-ce que j'ai dit que Goblin Slayer c'était ultra génial, c'était le meilleur manga du monde dans la vidéo? Non, j'ai été critique sur Goblin Slayer. J'ai proposé une analyse de Goblin Slayer, et à la fin je dis, hey, le manga il sort, mais du chouette, c'est tout. Donc après c'est à la confiance. Est-ce que tu me fais suffisamment confiance pour croire que mon point de vue ne sera pas spécialement orienté dans le sens du vent ou tout ce que tu veux? Soit tu crois que même si je suis payé, je donne mon avis et uniquement mon avis. Hein, c'est à la confiance. Soit tu crois ça, soit tu crois pas ça. Je peux pas te forcer à me croire. Moi, jusqu'à présent, je te dis que dans toutes les sponsors que j'ai faites qui parlaient de manga, attention, parce que j'en ai fait 3-4 cette année, des reviews, des lectures du chef sponsor et menu manga sponsor, j'en ai fait qu'un par contre. Quand je te dis que j'ai toujours été honnête dans ce que je disais dans mon analyse, je le suis, mais rien ne t'oblige à me croire. Tu me crois ou tu me crois pas, en fait. C'est tout. Voilà. Puis après, de toute façon, il n'y a qu'à voir ce que je raconte. Si tu vois ce que je raconte, tu vois que bizarrement, oh, c'est trop bien et tout, alors qu'en fait, tu vois que c'est pas bien, et que c'est nul. Jamais, si j'ai trouvé un truc pourri, parce que là, quand je parle d'un jeu mobile, encore, on s'en bat les couilles, parce que c'est pas mon sujet, si tu veux. Ou de figurines, on s'en bat les couilles, c'est pas mon sujet. Mais quand je parle de manga, là, j'engage ma crédibilité, si tu veux. Si je vois un manga claqué du cul et que je te dis que c'est le meilleur manga du monde, alors que je sais pertinemment qu'il est claqué et que tout le monde sait autour de moi que c'est claqué, là tu pourras te désabonner. Là tu pourras dire non mais c'est un vendu, il raconte de la merde. Ça se voit que c'est claqué au sol. Et jusqu'à présent c'est jamais arrivé et ça n'arrivera jamais. En tout cas pas pour le chèque qu'on me donne. Alors je suis très content de ce qu'on me donne, attention, hein. Je dénigre pas. Mais voilà, je préfère dire non à un chèque de 1000 balles que de perdre ma crédibilité, si tu veux. Si tant est que j'ai de la crédibilité. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, il va continuer à avoir des menus manga sponsor de temps en temps. Oui, il risque d'avoir des reviews sponsor de temps en temps, ou des lectures du chef sponsor de temps en temps. Parce que je me suis rendu compte, en fait, que dans le book game, parce que en fait, je suis plus ou moins booktubeur, et ben en fait, il y a des meufs qui parlent de romans, de littérature, même de manga, qui ont 10 000 abonnés, qui prennent des billets sur les trucs. J'ai dit, bah pourquoi pas le chef, hein. Donc voilà. Mais, si je trouve vraiment un truc trop pourri et qu'on me dit de dire que c'est bien, je dirais, bah non, désolé, je ne vais pas en parler. Voilà, c'est tout. Ça m'est déjà arrivé de refuser des sponsors, et j'en refuserai certainement encore, parce que quand le truc est vraiment trop pourri, je fais non. Non, je ne parlerai pas. Donc après, la sponsor, c'est à la confiance aussi. Sachant que les sponsors ne peuvent pas totalement financer, pour revenir au problème du financement de grosses vidéos, les sponsors ne peuvent pas totalement financer les autres vidéos, en fait. Ou alors il faudrait une accumulation de sponsors. Parce qu'en fait, moi, si tu veux, je suis pas Cyprien, je suis pas joueur du grenier, je suis pas Mixem. Donc je peux te dire que la limite, les sponsors que je fais, ça compense les impôts que je dois payer, si tu veux. Alors ça me met bien, attention, je vais pas raconter de conneries. Mais pas suffisamment pour que je puisse prendre tout le pognon qu'il y a et faire des vidéos avec. C'est un peu compliqué. Voilà, pas encore en tout cas. Mais
Peut-être que grâce à la passion, dans quelques années, dans quelques mois, j'aurai beaucoup plus d'abonnés, et là, ça sera beaucoup plus rentable. À ce moment-là, je pourrais me passer de tout ce qui est Utip et toutes ces conneries. Mais là, pour l'instant, non. Donc voilà, vous voulez des gros menus manga, allez sur Utip, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Pour parler de l'argent sur YouTube. C'est à peu près tout. Voilà. Ouais. Yannick qui me dit: quel sujet non abordé dans un manga existant voudrais-tu voir en petite case noire et blanche? Et par qui? Quel dessinateur-auteur? Alors par quel dessinateur-auteur? J'en sais rien. Mais un sujet qui pourrait être style en manga. Alors peut-être qu'il existe déjà et que je suis pas au courant. J'aimerais bien un manga sur l'esclavage, tu vois. Genre tu prends l'histoire d'un mec, l'esclavage des Noirs, hein, j'entends. Un mec qui est esclave, genre Django, tu vois, puis qui s'échappe, qui se libère, qui montre différents aspects, parce que on a des mangas sur les Vikings, sur les chevaliers, sur les croisés, tout ce que tu veux, mais il n'y a pas de manga sur l'esclavage, ou la colonisation en général. Il n'y a pas de manga là-dessus. Il y a des mangas sur les nazis, tout ce que tu veux, mais il n'y a pas de manga sur ce sujet-là. Alors peut-être parce que les Japonais ils ont strictement rien à foutre de ce sujet-là, peut-être que c'est pas assez exotique pour eux. Mais ça pourrait être intéressant, même que ce soit un auteur, je sais pas, antillais ou africain, même, qui décide de parler de ça. Ça pourrait être intéressant. Je pense que pourrait y avoir le côté un peu éducatif, le côté historique, que peut avoir un Vinland Saga, par exemple. Et le côté un peu esprit shonen, un peu... voilà, il y a des trucs à raconter dans cet univers-là, qui pourrait être intéressant. Voilà. Alors, des bandes dessinées sur le sujet, ça existe, il me semble. Alors, je pourrais pas te citer de nom, par contre. Mais des mangas qui soient à la fois éducatifs, divertissants, que ce soient vraiment de vrais mangas, qui seraient à la fois engagés et efficaces, j'en connais pas. Alors, peut-être que si t'en connais, je suis très curieux de voir ça, parce qu'il y a des mangas sur plein de sujets, les enfants soldats, communistes, tout ce que tu veux, mais cette partie-là de l'histoire, on n'en parle pas trop en manga. Même des comics, hein, il me semble qu'ils en parlent, mais des mangas, non. Voilà, donc je serais curieux de voir un manga là-dessus. Ouais. Ouais, donc tu me demandes aussi par quel auteur, bah, ça serait peut-être un moyen pour le manga français de devenir intéressant. Enfin, il est déjà très intéressant le manga français, mais pourquoi pas faire un manga français justement sur, je sais pas, même juste la guerre d'Algérie ou... Tu sais, sur l'histoire de France un petit peu, sur... Il y a des trucs à faire, il n'y a pas que ça dans l'histoire de France bien évidemment, mais ça pourrait être intéressant d'utiliser ce média-là et de parler de ces sujets-là. Parce que je sais qu'aujourd'hui en France tu veux faire un téléfilm ou un court-métrage sur ce sujet-là, bon, on te bloque toutes les portes, hein, on connaît les bails. Mais en manga, il y a peut-être un truc à jouer. Voilà. Alors oui, cette FAQ va être méga longue, comme d'habitude. Alors là, il y a Alan Smithy qui me fait: le fait de créer te permet-il de te sentir libre? Peut-on attendre la liberté grâce à la création? Vous avez 4 heures, sujet bac de philo. Je rote. Comment dire? Le fait de créer. Je sais pas si c'est le fait de créer. Le fait est que, aujourd'hui, j'ai l'immense chance, l'immense privilège d'être influenceur, d'être youtubeur professionnel. C'est-à-dire que mon métier, c'est plus ou moins mon hobby. C'est-à-dire que j'ai pas forcément de patron au-dessus de la tête, j'ai pas d'horaire, je ne subis pas... je ne subis pas le salariat, si tu veux. Et j'essaie des trucs sans être dénigrant pour le salariat, attention, parce que tous mes potes ont un vrai boulot. Mais je vois qu'ils ont des galères. Sans parler de galères financières, hein, je te parle qu'ils ont des galères, qu'ils ont des problèmes, qu'ils ont des angoisses que moi je n'ai pas. Parce que je ne suis pas dans le salariat classique. Je suis auto-entrepreneur. Je suis mon propre patron. Donc oui, quelque part, je suis patron. Donc j'ai une certaine liberté par rapport à ça. Je ne suis pas enchaîné au système, à l'aliénation salariale. Ouais, je te sors des trucs qui ne veulent probablement rien dire, mais je trouve que ça sonnait bien. Donc en ce sens, oui, je me sens libre. Est-ce que créativement, je me sens libre pour autant? Ou est-ce que c'est le fait de créer qui me sent libre? Non, parce que finalement, là, je paye mon loyer en faisant des reviews. Donc le niveau de création, faut être honnête, est de 0. Mais est-ce que je me sens libre dans ma création? Alors j'ai envie de dire que oui et non, et ça j'en ai déjà parlé. C'est que je suis libre a priori de faire ce que je veux. Virtuellement, je peux faire ce que je veux. Demain, je vais faire une vidéo où je fais caca dans un bocal, je peux le faire. Si tu veux, c'est un exemple. Mais si je veux faire quelque chose un peu plus ambitieux, genre faire caca au sommet de la Tour Eiffel par exemple, oui, mes exemples n'ont aucun sens, bah je peux pas, parce que je suis limité par mes moyens, si tu veux.
Donc je suis libre, mais en même temps, je suis pas libre. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais après, au quotidien, oui, je suis plus libre. Là, par exemple, je vais faire partir un peu au bled au Japon. Ouais, j'appelle ça le bled maintenant. Pendant 15 jours, bon, bah, je peux prendre mes vacances quand j'ai décidé de les prendre. Je suis pas obligé de poser une demande. Oui, bonjour patron, j'aimerais prendre mes vacances de temps à temps. Et il me dit oui, ah bah non, parce que là on a une commande, donc tu vas être obligé de bosser, espèce de canard. Voilà, je suis pas obligé de faire ça. Je peux dire, tiens, bon, bah pendant 15 jours, je suis pas là. Je suis au Japon, je profite de la life. Je peux faire ça. Donc ça, c'est une forme de liberté. C'est une forme de liberté. Créativement, je suis libre, mais j'ai des limites. Et ce ne sont pas des limites d'imagination, même si forcément j'en ai, hein, forcément. C'est des limites techniques, logistiques, qui font que je ne peux pas forcément créer comme je l'ai envie. Mais voilà. Après, il ne tient qu'à moi de trouver des solutions pour pallier à ces limites et les dépasser, les exploser. Là, il faut un peu l'esprit shonen. Donc voilà, donc je suis libre dans une certaine mesure. Voilà. Est-ce que c'est clair ce que j'ai essayé de te raconter encore une fois? Parce que des fois, je... Ouais. Prochaine question. Kentaro Blazinski qui me dit tes relations avec le reste du YouTube Game. Alors, parler du YouTube Game. Disons que... Alors, j'ai rencontré de très bons potes, même de très bons amis réellement sur YouTube, grâce à YouTube. Je pense à Varobaz, à Lucas Télé, à plein de gens en réalité, Pandresse, tout ça, c'est vraiment des vrais potes, vraiment. Mais globalement, ce que j'aurais à dire du YouTube Game, c'est qu'en fait, j'ai longtemps été dans idéaliser le YouTube Game. Longtemps, j'ai été là-dedans. Tu sais, quand tu commences sur YouTube, tu dis, ah, je vais faire une convention, il y aura, je sais pas, il y aura des gros YouTubeurs, ah, trop bien, trop cool. Tu sais, tu fantasmes un petit peu. Et après, tu rentres un peu dans ce microcosme. Et tu vois les trucs de l'intérieur et tu te dis, putain, en fait, c'est quand même blindé de gens médiocres. Et là, ça veut paraître très arrogant de se dire. Alors, moi-même, je suis médiocre, attention. Hein. Mais, t'idéalises des gens et tu te rends compte qu'en fait, c'est des connards standards, en fait. Qui ont juste eu la chance à un moment donné, alors par leur talent, par je sais pas, qui ont eu juste la chance de faire ce qu'ils font. Ce qui est mon cas, hein, aussi, attention. Mais tu te rends compte que c'est pas forcément un milieu sain. Vraiment. Moi, j'ai traîné un peu longtemps dans le YouTube, c'est-à-dire que je fréquentais virtuellement, hein, enfin vraiment, j'étais sur Skype, tous les logiciels à la con pour discuter, et j'étais vraiment YouTube tout le temps. YouTube, YouTube, YouTube tout le temps. Et tu te rends compte assez vite qu'il y a des gens, alors pas tous, hein, j'ai même pas de nom en tête en réalité, c'est un avis général, c'est que il y a des gens qui se prennent pas pour de la merde dedans. Il y a tout hein, dans YouTube en réalité. Et finalement, j'ai envie de te dire, les gens qui m'ont semblé les plus vrais sur YouTube, c'est souvent ceux auxquels une certaine partie du public et une certaine partie des vidéastes crachent à la gueule. Voilà, je donnerai pas de nom encore une fois, mais j'ai été surpris de ça. Que les gens les plus médiocres, en fait, c'est ceux que tout le monde leur suce la bite. Souvent. C'est une observation personnelle. Et qu'est-ce que j'entends par médiocre? C'est-à-dire qui... C'est le truc de se mettre autour d'une table et de parler dans le dos de quelqu'un, par exemple. En disant, ouais, t'as vu, lui, il a fait ci, nana, il a fait ça. Le côté, vraiment, la médisance, quoi, le truc comme ça, les calculs, les coups bas. Et ça, en grandissant dans le game, je me suis rendu compte que plus t'avançais dans le game, ben moins ça avait de l'importance. Là, je te parle vraiment de mon expérience dans le petit YouTube, si tu veux. Le petit YouTube. Qui m'a un peu dégoûté de ce truc-là. C'est-à-dire que maintenant, je ne fréquente plus le YouTube game. Voilà, parce qu'en fait, c'est des gens qui se prennent un peu pas pour de la merde. C'est-à-dire que, oui, moi je suis vidéaste, machin, je suis créateur, bidule chouette. Il y en a, ils ont vraiment pris, c'est pas la grosse tête, c'est qu'ils deviennent hautains, ils deviennent arrogants. Et c'est moi qui dis ça, alors je suis très arrogant, moi-même. Mais il y a des gens que ça devient malsain, alors que c'est des merdes finalement. Tu sais, ils font genre, ouais, je suis arrogant, puis 2 semaines après, tu les vois, oh, je suis dépressif, j'ai du mal à créer. Nique ta mère. Voilà, nique ta mère. Franchement, YouTube, n'idéalisez pas YouTube. Hein, de toute façon, on l'a bien vu, il y a eu Balance ton YouTubeur, il y a eu d'autres trucs. Mais ça, c'est que la face cachée de l'iceberg, face émergée, je sais plus. YouTube, c'est un milieu sombre qui peut très vite devenir malsain et faut surtout pas, même si tu deviens créateur et que tu cartonnes, faut pas t'enfermer là-dedans.
J'ai envie de dire, il faut rester connecté avec les vrais gens. Reste connecté avec les vrais gens. C'est important. Si jamais un jour tu viens sur YouTube, je te parle des vrais gens, je te parle des gens qui vivent la vraie vie, qui ont des vraies galères, qui ont des vrais problèmes. Des gens qui t'ont connu, qui étaient qu'une merde, et que t'es toujours une merde. Je suis toujours une merde. Mais reste connecté aux vrais gens. Idéalise pas YouTube. Moi, YouTube m'a un peu déçu. Alors, YouTube peut être génial, peut être source de rencontres. Je me suis fait vraiment beaucoup d'amis sur YouTube. Mais ça peut être une source de... Il y a tellement... En fait, il y a tellement en jeu qu'au bout d'un moment, tu sais plus... Moi, je suis sûr qu'il y a des YouTubeurs, ils savent même pas s'ils ont encore des potes. Je suis sûr qu'il y en a, ils savent pas s'ils ont vraiment des vrais potes. Ils ont tellement apporté de... Il y a tellement de fame possible. Il y a une époque, par exemple, tu devenais pote avec Antoine Daniel, bah, pour balancer des blasts, tu devenais pote avec Antoine Daniel, ça pouvait changer ta vie. Je veux dire, il pouvait te parler de toi dans le 29, et puis hop, ça y est, t'étais refait, t'avais plein d'abonnés, t'étais rentré dans le YouTube jeu, si tu veux. Un exemple, hein, c'est un exemple, hein, j'accuse personne de quoi que ce soit, attention. Voilà, tu peux avoir ce genre de calcul à la con, tu vois, dans YouTube, très vite. Et souvent, ça vient pas de ceux que tu crois que ça viendrait. Surtout, moi, je te parle de YouTube Game, Jean Lamorale. C'est les pires. C'est les pires. Voilà, c'est les pires. Donc YouTube, faut s'en méfier comme de la peste. Voilà, donc je m'entends très bien avec plein de youtubeurs, attention. Mais je fais en sorte de pas trop fréquenter le milieu YouTube. À part ceux qui sont devenus vraiment des amis en dehors de YouTube. Genre Varobas, par exemple, on peut parler pendant 3 heures, on parle pas une seule fois de YouTube. Voilà, je te parle des gens, de vrais gens, si tu veux. Je te parle de vrais gens, je te parle pas de ceux qui te parlent, ça y est, je suis un artiste, je suis un machin, qui sont complètement déconnectés de la réalité. Il y a des gens qui sont vraiment déconnectés de la réalité. Qui se prennent pas pour de la merde. Voilà. Donc, j'ai a priori de bonnes relations avec YouTube Game, j'ai pas de clash en cours ou quoi que ce soit. Mais, YouTube, c'est quand même un bon repère de fils de pute. Que ça soit dit, comme ça c'est dit, c'est clair, c'est un repère de fils de pute, fais très attention. Il y en a qui sont trop purs pour YouTube. Et il y en a au contraire, qui sont suffisamment des fils de pute pour réussir dans le YouTube Game. Parce que moi je pense qu'il faut un équilibre. Mais il y en a, ils ont pas l'équilibre, c'est que des fils de pute. Ils réussiront, hein. Mais on sait que c'est des fils de pute. Et ils savent aussi que c'est des fils de pute. Voilà, c'est un milieu sombre. Donc YouTube, j'aime bien ma petite dose. Voilà, Ouais. Et enfin, la dernière question. Chef, franchement, ça te fait quoi... De Black Ghost 815, pardon. Chef, franchement, ça te fait quoi de savoir que tes vidéos les plus vues dans ta chaîne depuis sa création sont des vidéos pas trop travaillées comme les trucs débiles. Continue dans le YouTube Game, tu gères trop longue vie à ta chaîne. Merci beaucoup pour ces encouragements. Alors, ça me fait quoi de savoir que tes vidéos les plus vues dans ta chaîne depuis sa création sont des vidéos pas trop travaillées comme les trucs débiles? Bah, ça me fait rien, en fait. C'est que... Faut arrêter de croire que... Les vues, c'est une question de mérite. Voilà, ça c'est une illusion que beaucoup de youtubeurs se font, de petits vidéastes en tout cas, qui se font, je les vois tout le temps se plaindre sur Twitter, ouais machin fait pas de vues alors que ça m'a demandé tant d'heures de travail. C'est pas comme ça que ça marche en fait. Parce que par exemple tu prends un ouvrier dans le bâtiment, il va passer 12 heures par jour à se casser le cul, à soulever du ciment, à faire des trucs. Bon, bah pourtant, à la fin du mois, il va être payé à peine plus que le SMIC quand même. Je veux dire, ça va rien changer, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une question de ça. C'est pas aussi simple. Le monde est injuste. Il faut que vous vous rendrez ça dans le crâne, les gens. Là, je parle surtout à ceux qui aspirent à YouTube. Faut que vous compreniez un truc. Le monde n'est pas parfait. Le monde est injuste. Le monde est cruel. Il y a des mecs actuellement qui gagnent des millions, là on voit avec le cas Ninja, en jouant et en gueulant devant Fortnite, si tu veux. Alors je dénigre pas ça du tout, hein, vu ce que je fais, j'ai que ma gueule à fermer. Mais le gars est multimillionnaire grâce à ça. Est-ce que ça lui demande des heures de boulot? Non, il joue, le gars. Alors ça demande un certain travail, ça demande un certain talent. Attention, je dénigre pas. Mais est-ce qu'il en a chié pour en arriver là? Non, le gars a eu du bol, tout simplement. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte quand tu fais des vues. Pour faire des vues, des fois tu vas faire un sujet qui te tient à cœur, ça va cartonner. Et des fois, bah, ça va pas cartonner. C'est comme ça, c'est une question de conjoncture. Il y a trop de facteurs en compte. Faire une bonne vidéo, en soi, ça suffit pas. Il faut faire une bonne vidéo, mais il faut un sujet dans l'air du temps. Il faut la sortir au bon moment. Il faut que les gens soient réceptifs. C'est que de la chatte, YouTube.
Alors même si je pense que la chance, ça se provoque à un moment donné. Mais juste dire que ta vidéo va cartonner parce que t'as passé 525 heures dessus, non, il y a un truc que t'as pas compris. T'as pas compris comment le game fonctionnait en fait. Il faut enlever cette idée-là de la tête. Moi, j'ai mis du temps à me l'enlever de la tête, hein, ce truc-là. Donc, je suis passé par là. Le truc, putain, me casse le cul et je fais une review, ça marche 10 fois mieux. Il faut s'enlever ce truc-là de l'esprit. Alors, ça veut pas dire que tu enlèves ton éthique d'artiste ou de créateur ou de mon cul. Parce qu'en vrai, des vrais créateurs sur YouTube, il y en a très peu. Il y en a très peu des vrais créateurs qui font que de la fiction, des trucs comme ça. Il y en a très peu sur YouTube. Alors, tu peux parler de comics, tu peux parler de littérature, tu peux parler de ce que tu veux, mais t'es pas un créateur. T'es un chroniqueur à la limite, mais t'es pas un artiste. Faut arrêter de cette ambition artistique en faisant des chroniques. Si tu veux vraiment faire de l'artistique, tu fais du cinéma, tu fais de la fiction, tu fais de la poésie, tu fais de la littérature, j'en sais rien, mais voilà. Faut arrêter de croire que sur YouTube, t'es un artiste, en fait. T'es pas un artiste. Y en a qui le sont. Mais là, t'es pas un artiste quand tu fais de la chronique. T'es un amuseur, si tu veux. T'es là, tu divertis les gens pendant 10 minutes, et puis c'est tout. Et il se trouve que des fois, les gens, pour se divertir, ils préfèrent écouter un mec, je sais pas, comme Mohamed Eni, moi j'adore Mohamed Eni, tu vois, qui pète une télé et qui insulte les joueurs de l'OM pendant 10 minutes, qu'un mec qui va te parler de, je sais pas moi, de la guerre de 100 ans pendant 25 minutes en allant devant des châteaux et interviewer des gens. Alors c'est très bien, c'est cool, mais il y en a qui en ont juste rien à foutre, ils veulent allumer YouTube et se marrer. Mes vidéos les plus vues sur YouTube, c'est quoi? Bah c'est les vidéos où les gens, bah ils se marrent. Tout simplement, c'est des vidéos rigolotes. Alors certes, ça m'a pas demandé des mois, des semaines de travail, mais ces vidéos, elles étaient là au bon moment, elles avaient un sujet marrant, elles étaient drôles, elles ont bien marché. Voilà, est-ce que je dois me sentir coupable parce que c'est pas mes vidéos les plus travaillées qui marchent le plus? Non. Voilà, après moi ça m'est arrivé d'avoir un coup de déprime, hein. Je me suis fait chier à faire une vidéo d'une demi-heure sur Exaction, un manga que j'aimais beaucoup, j'étais allé loin dans l'analyse et tout. Hein. Parce que c'était à une époque on me disait ouais tu fais que des reviews, je fais bah attends je vais faire un menu manga sur un truc pas connu, il va y avoir de la mise en scène, il va y avoir du sketch, il va y avoir du fond et tout. Le truc a fait, je sais plus, bah là ça a augmenté depuis, mais le truc, le jour où je l'ai sorti il a fait 10 000 vues dans la journée. Tu vois. Bon là, ça peut te foutre le coup au moral. Donc il faut se détacher de ça. Bon, après, je te cache pas, si mon manga Berserk qui tape pas les 100 000 vues dans la journée, je vais avoir un peu les boules. Mais en soi, faut se détacher de ça, faut arrêter de se dire que travail égale vue sur YouTube. Non. Et en même temps, je suis un peu contre les mecs qui disent que parce qu'il marche pas, ouais, ça serait mieux si on enlevait le compteur de likes et de vues sur YouTube. Comme ça serait que la qualité qui compterait. Voilà. C'est n'importe quoi. Ce genre de truc est absurde. La vie est une compétition. Faut que tu le saches. Faut arrêter ces trucs de communistes ou je sais pas quoi là. Ce truc de merde, ce truc de gain petit, ce truc de faible. Genre, oui, moi je fais du contenu, du bon contenu, mais j'ai pas les vues. Mais si on enlevait les vues, eh ben, je serais moins frustré parce que mon contenu marche pas. Si ton contenu marche pas, ça peut pas dire qu'il est pas, ça peut pas dire qu'il est mauvais. Ça veut dire juste qu'il n'est pas calibré pour plaire aux gens. Voilà, tout simplement. Donc au bout d'un moment, si ce que tu ne fais ne marche pas dans l'état, il faut te remettre en question. Parce que j'en vois plein, moi, des petits youtubeurs. Je veux dire, ça fait un peu pédant de dire ça, mais non. Des mecs qui plafonnent depuis des années à 20 à 30 000 abonnés, ce qui est déjà beaucoup en réalité. Et qui fait, oh, moi je comprends pas le travail. J'ai déjà entendu ces phrases plein de fois. Putain, vu que le travail que je fournis, je devrais avoir au moins 100 000 abonnés. C'est n'importe quoi, cette plateforme, c'est de la merde. Non, le problème, c'est pas la plateforme. Le problème, bah, c'est toi, en fait. C'est terrible à dire. Je sais que c'est une réalité cruelle, implacable. Mais voilà, t'as beau être un bon chroniqueur qui s'y connaît dans ton sujet, et si tu ne proposes rien de plus, tu ne décolleras pas en fait. Et il y en a beaucoup qui, à part leur professionnalisme, leur montrage carré, eh ben ils mettent pas d'âme dans ce qu'ils font. Il faut mettre un peu d'âme dans ce que tu fais. Moi, bon je prends mon exemple, comme si j'étais un exemple de réussite sur YouTube, alors que non, mais moi j'ai percé, entre guillemets, avec des vidéos tournées en 144p, avec un son de merde. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose, il y avait de la vie dans mes vidéos. C'était pas juste ah oui, mais là je vais passer 3 heures à faire cette transition parce que c'est génial. Les gens s'en battent les couilles de ça. C'est ça la réalité. Or je dis pas qu'il faut pas se casser le cul pour faire ces vidéos parce qu'il faut se faire plaisir à soi aussi. Mais si tu veux réellement marcher, je dis pas qu'il faut faire de la merde. Attention, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'il faut mettre ton énergie à bon escient.
Parce que moi, j'en connais des mecs, j'en ai connu des mecs qui passaient 3 heures à choisir une bonne transition, sur le bon plan, le bon son et tout. Ça ne sert à rien, tu te branles. Quand tu fais ça, tu te branles. Et après, tu te plains que tu fais 300 vues. Normal, parce que tu n'as pas calibré ta vidéo pour qu'elle marche, si tu veux. Alors, il y a la qualité objective, mais il y a aussi quelque chose qu'il faut. Il faut aller chercher le public, je pense, à un moment donné. Il faut avoir un truc qui te détache. Il faut avoir une personnalité. C'est bien d'avoir des trucs à dire, mais il faut savoir comment les dire. Il y a toute une partie qui relève un peu de... Ça peut paraître hyper cynique à dire, mais qui relève un peu de la manipulation qu'il faut faire. T'es obligé de manipuler les gens à un certain degré pour que les gens, bah, ils adhèrent à ton personnage, ils adhèrent à ce que t'as à dire et qu'ils te suivent. Tu peux pas juste dire... Moi, j'aime pas les mecs qui tweetent leurs vidéos. Ah, cette vidéo m'a demandé 500 heures de travail. Mettez un like, s'il vous plaît. Voilà. Là, c'est quand on est là, c'est un peu la misère. Je te cache pas que ça fait un peu crevard. Genre, ouais, j'ai mis 500 heures à cette vidéo. Regardez-la. Tu peux pas avoir les gens avec de la pitié, en fait. Alors, ça marchera une fois, mais sur le long terme, ça marche pas. Il faut que tu aies quelque chose à proposer et que tu arrives à le vendre correctement. Il faut bien te vendre, en fait. Ça, c'est un truc que j'ai mis longtemps à comprendre aussi. Là, c'est l'expérience. Là, je suis Pascal, le grand frère de YouTube. Mais aujourd'hui, il y a tellement de vidéastes. Il y en a tellement qui se cassent le cul à faire des vidéos de tarés et qui ne percent pas et qui perceront probablement jamais. Parce que, il leur manque ça. Il leur manque le côté... Qu'est-ce qui fait que les gens vont revenir et vont adhérer à ce que je raconte? Moi, ça a été le fait que je sois cash, que je dise des gros mots, que j'insulte les gens, que j'en ai rien à foutre de blesser qui que ce soit, si tu veux. Ça a marché. Pour moi, après, il y a ton truc, il faut que ça corresponde à ta personnalité aussi. Parce que moi, de base, je suis pas un lèche-cul. Quand j'ai envie de dire merde, je dis merde, si tu veux. Donc en vidéo, ça ressort, forcément. Mais il y en a, ils ont juste à être carrés. Oui, alors moi, je suis cultivé, je vais te présenter ce roman, il est très bien, j'ai des connaissances, j'ai des machins, mais c'est chiant. Enfin, c'est chiant, c'est intéressant, mais c'est chiant, parce que le mec qui te parle, t'as l'impression que c'est un bouquin qui te parle. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que Je pense qu'il faut que t'aies l'impression que ça soit un vrai individu qui te parle, si tu veux. Qui ait un peu de toi dans ta vidéo, pas que ce soit juste que ça soit calé au millimètre près. Après, c'est compliqué, hein. C'est tout un tas de facteurs qui font que tu cartonneras, ou que tu cartonneras pas, ou que tu marchouilleras, ou que tu marchouilleras pas. Mais jamais, au grand jamais, le nombre d'heures que tu as passé sur une vidéo aura quelconque rapport avec ça. Tu peux passer 125 heures sur une vidéo de merde aussi, c'est possible. Comme tu peux passer 10 minutes sur une vidéo géniale. L'important, c'est de réussir à faire passer, à exprimer des choses aux gens. C'est que les gens s'amusent en te regardant. Ou ressentent quelque chose. Alors ok, il y a des vidéos, tu vas regarder, tu vas apprendre des trucs sur tel ou tel comics, ou tel manga, ou tel truc, tu vas apprendre des choses. Mais est-ce que tu vas ressentir des choses? Est-ce que tu vas te marrer? Est-ce que tu vas avoir peur? Est-ce que tu vas avoir de l'émotion? Il y en a, ils sont incapables de faire ça. Et pourtant, ils ont des caméras au poil de cul, ils ont des putains d'objectifs de ouf, l'image est nickel, le son est nickel, le montage est au millimètre, et pourtant, ils ont pas ça. Alors que d'un autre côté, t'as des mecs qui se filment avec une webcam depuis 5 ans, qui mangent des kebabs, qui cartonnent, des mecs qui cassent des télés, ou des mecs qui disent « Oh, le dernier épisode de Dragon Ball Super, putain, Toto, tu te fous de notre gueule », et ça cartonne. C'est quoi qui fait la différence? Si ce n'est pas la technique. Moi, je pense que c'est la vie qu'il y a dedans. Et là, c'est beau. Je pense que ce qui fait la différence, c'est la passion. C'est ta capacité à faire retranscrire ta passion, à transmettre la passion à ton auditoire. Ça, j'y arrive bien, moi. Et il y en a plein d'autres qui y arrivent bien. Et il y en a d'autres, même si leurs vidéos sont de qualité, ils y arrivent pas. Mais ça, c'est un truc, soit tu l'as pas, je pense. Après, je pense que ça peut s'apprendre quand même. Mais voilà, il faut qu'en fait, et là, je parle aux petits créateurs qui galèrent. Il faut s'enlever cette idée de la tête que travail, en tout cas travail, parce qu'il y a travail et travail, si tu veux. C'est pas parce que tu vas passer 500 heures sur une vidéo que ça va marcher. Parce que YouTube ne marche plus comme ça. Ça aurait pu marcher il y a 10 ans, au début de YouTube. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ça marche plus comme ça. Faut que tu t'analyses comment ça marche et que tu vois les cartes qu'on te donne, tu vois comment le jeu fonctionne et tu essayes de jouer avec les cartes que tu as selon les règles du jeu. C'est pas juste, je vais mettre 500 heures de travail et ça va payer. Non, il faut mettre ton énergie au bon endroit. Voilà. Mais c'est compliqué. Mais on peut y arriver. Voilà. Après, je pense que si tu commences YouTube avec vraiment l'ambition d'en vivre dès le début, alors que t'as même pas 1000 abonnés, déjà tu vas te pendre. Forcément. Moi, la première FAQ, je sais pas si tu te souviens, on m'avait posé la question, est-ce que tu comptes vivre de YouTube? Je me suis dit, mais on peut pas vivre de YouTube, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, 6 ans après, je vis de YouTube, tu vois.
Je pense que j'avais pas cette ambition-là tout de suite. À la base, j'étais là pour m'amuser. Et maintenant, je m'amuse toujours, attention. Je m'amuse encore plus qu'avant, même j'ai envie de te dire, parce que je peux vraiment faire des projets cool. Voilà, si tu viens direct avec l'ambition, hey, je vais en vivre, mon cul. Moi, j'ai commencé à pouvoir me dire que je pouvais en vivre quand j'avais 150 000, 200 000 abonnés, tu vois. J'ai dit, tiens, il y a peut-être un coup à jouer. Et ça m'a pris encore un an ou deux de plus pour vraiment en vivre. Donc, c'est compliqué, faut pas... Voilà, j'ai un peu dévié du sujet principal, de la question. Mais voilà, pour répondre à la question, est-ce que ça me fait quelque chose de voir que les vidéos, pas forcément les plus travaillées, ne font pas font plus de vues que celles qui sont travaillées? Ben non, j'ai fini par m'y faire, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Parce que ça sert à rien, c'est là, c'était ma faute, pour l'exemple d'exaction. Je me suis fait chier à passer 2 semaines sur une vidéo qui fondamentalement n'aurait pas fait beaucoup de vues, parce qu'elle parlait d'un sujet qui ne parle à personne. Voilà, donc maintenant les menus manga d'une demi-heure sur un manga obscur que personne connaît, c'est terminé. Maintenant, je fais une vidéo de 10-15 minutes maximum. Voilà, c'est tout. Et je ferai des sketchs, évidemment, si j'ai des idées. Mais voilà, maintenant, je consacre mon énergie à une vidéo qui, je sais, sera vue et appréciée par le plus grand nombre. Il faut savoir où mettre son énergie, en fait. Si tu mets 500 heures par vidéo sur des sujets dont on s'en bat les couilles, bah forcément, tu vas être déçu. Voilà. Mais ça, c'est un truc que tu apprends à la dure, hein. C'est comme ça. Et j'ai mis du temps à l'apprendre, hein, comme je te le dis. Mais maintenant, je le sais. Voilà. Oui. Voilà, c'est tout pour cette petite FAQ. Enfin, je dis petite FAQ, mais si je dis pas de conneries, ça va taper dans les pas loin d'une heure. Encore une fois. Donc, merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'ici. J'espère que j'aurai été intelligible. J'espère que j'aurai été clair. J'espère que vous aurez bien compris. J'espère que j'aurai été intéressant. Voilà. Sur ce, je tiens encore à vous remercier une fois de plus pour votre fidélité. Hein, ça fait 6 ans que la chaîne existe. Franchement, quand j'ai commencé, je ne penserais pas que 6 ans après, j'en serais là. Voilà, alors certes, je tape pas le million d'abonnés, voilà, ni le million d'euros, mais, je commence enfin, même si ça fait 2-3 ans que je fais, j'en vis bien, je commence à mener à bien des projets qui sont palpitants. Voilà, je suis heureux dans la vie grâce à YouTube. Voilà, donc ça c'est bien. Enfin, pas que grâce à YouTube, bien évidemment, mais voilà, YouTube il y est pour beaucoup, et vous y êtes pour beaucoup, et ça c'est beau. Là, je fais un peu mon Renault fragile, je fais l'oracle fragile, mais c'est vrai, franchement, je vis ma meilleure vie. Et c'est cool. Voilà, là, je veux dire, quand j'ai commencé YouTube, j'étais quasiment jamais sorti de Bretagne. Là, au mois de septembre, je vais pour la 3e fois au Japon. Je sais pas si tu te rends compte du Started from the bottom, now we are here. Et c'est beau, c'est beau. Le chemin de la passion, c'est la voie que j'ai choisi de suivre. Et cette voie porte ses fruits. Et je sens que même après 6 ans, je ne suis encore qu'au début du chemin. Il reste encore une route incroyable et infinie à parcourir. Et voilà, j'ai fait du chemin. J'ai fait du chemin. Ça, c'est sûr. Mais ce qui reste encore à faire est encore plus long. Ça va être un périple, mais ça va être passionnant, ça va être génial. Donc voilà, vivement les 7 ans de la chaîne. Et je reste persuadé que la chaîne, au moment où je fais cette vidéo et le moment où je ferai la vidéo des 7 ans, la chaîne aura plus la même gueule et on aura atteint une nouvelle dimension. Et que ça sera encore plus fascinant, plus stylé. Voilà. Donc, que la passion vous guide comme elle m'a guidé jusqu'ici. Merci pour tout. À bientôt. Ouais, je sais, t'as envie de chialer. Ouais, je sais.